Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 63. Et dans cette chronique, je vais traiter, comme la page de garde l'indique, de Max Weber. Alors, me direz-vous, Max Weber est très connu dans un certain milieu, dans la théorie, je dirais, économique, sociologique. Max Weber a défini ce qu'on appelle les théories économiques autrichiennes, les théories économiques et sociologiques rationalistes. Également, nous avons aujourd'hui des écoles de pensée qu'on pourrait qualifier comme des écoles de critique weberienne, des théories, je dirais, de la valeur et de l'utilité marginale, et surtout le statut, je dirais, de la rationalité économique. Bien entendu, tout cela fait partie d'un domaine d'analyse, de différenciation fonctionnelle et de rationalisation organisationnelle, politique, monétaire et spéculative. Bon, en dehors de cela, Max Weber est un économiste et sociologue allemand, un juriste puisque formé en droit, et même, on peut le dire, considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie avec Émile Durkheim. Il faut savoir que ces interrogations portent, d'une manière générale, sur son analyse des différentes évolutions, voire même des changements de la société moderne et contemporaine. Ces analyses extrêmement bien léchées et intéressantes sur le capitalisme, aussi bien industriel que la bureaucratie, et bref, sur l'épopée, voire l'évolution de la rationalisation, je dirais, en Occident. Alors, pourquoi, me direz-vous, Max Weber, comme on le sait, je dirais, et contrairement à ce qu'on peut laisser croire, sa consécration académique en tant que père fondateur de la sociologie, d'un strict point de vue professionnel, bien entendu, Max Weber a principalement fait une carrière d'économiste. Après avoir suivi une formation de juriste et s'être fait avocat, avoir travaillé dans le Verein Socialis Politik et occupé une chaire associée de droit commercial à Berlin, Max Weber négocie un tournant décisif, je dirais, lorsque, en 1894, il prend le poste de professeur d'économie et de finance que lui propose l'université de Fribourg afin de remplacer Eugène von Filipovitch, lui-même en partance pour Vienne. Donc, nous avons dans ce cas d'espèce un Max Weber spécialiste, expert dans le domaine de l'économie, de la politique, de la sociologie, puisqu'il établit effectivement la sociologie sur deux grandes figures que sont, je dirais, Max Weber et Émile Durkheim. Bien. Alors comment pouvons-nous appréhender aujourd'hui, je veux dire, dans le domaine contemporain, en l'occurrence 2018 par exemple, la conception que Weber peut nous apporter, et à nous effectivement d'entériner certaines notions peut-être un peu passéistes, de donner, je dirais, un peu d'éclat, un peu de neuf, voire même un coup de balai, n'hésitons pas à le prétendre. Alors, que se passe-t-il de nos jours? Je dirais ce que nous appelons le monde occidental la matrice phare, la matrice conductrice, la matrice locomotive du savoir mondial. Et nous sommes aujourd'hui à l'ère, bien entendu, comme tout le monde le sait, du numérique. Nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle les significations ou les calculs de l'ère chrétienne. Si effectivement nous pouvons effectivement faire un tel comptage qui, je dirais, rentrons dans le vif du sujet, essayons de comprendre la pensée de Max Weber, essayons de vulgariser sans pour autant trahir
l'idée, et essayons d'introduire ce que Max Weber a essayé bien entendu de nous apporter et de nous expliquer. Donc je dirais que tout d'abord, Weber nous explique comment, je dirais, comprendre les sociétés modernes. Il faut savoir que Weber est le témoin de nombreuses transformations économiques et sociales qui suivent la révolution industrielle. Il observe les mutations qui déstabilisent le fonctionnement des sociétés occidentales fondées sur la tradition et la religion. C'est pourquoi il s'interroge sur la nature et les conditions d'apparition de la civilisation moderne. Dans cette dynamique, il définit déjà ce qu'on peut qualifier comme rationalisation des activités sociales. Il en définit plusieurs formes. La sociologie de Weber est compréhensible. Tout d'abord, elle est accessible à tous. Il suffit de vous rendre à la FNAC ou à Joseph Gibert, et puis ces ouvrages sont non seulement accessibles au niveau tarif, mais également au niveau explicatif. Pour celui qui veut comprendre ou étudier la société, il faut partir du sens que les individus attribuent à leurs actions, et non pas de l'influence que la société peut exercer sur, je dirais, leur comportement. Il faut savoir que Weber distingue ainsi 4, je dirais, idéotypes d'action sociale. Alors, nous allons les qualifier. L'action rationnelle en finalité, l'action rationnelle en valeur, l'action traditionnelle et enfin l'action affectuelle. Alors, nous avons dans ce cas d'espèce 2 exemples également significatifs de la pensée weberienne où il insiste sur la rationalisation. Et Weber affirme que les sociétés modernes se caractérisent par le développement de la rationalité en finalité. D'une part, le développement de l'esprit du capitalisme dès le XVIe siècle, qui est tributaire des valeurs de la religion protestante, point sans faux, qui ont favorisé la rationalisation des activités économiques. Cependant, la bureaucratie constitue la forme d'organisation la plus adaptée aux sociétés modernes, car sa légitimité repose, je dirais, non pas sur la tradition ou la personnalité d'un chef, mais bel et bien et effectivement sur la loi. Cas d'espèce où Weber, il ne faut pas oublier qu'il est également juriste. Nous avons le développement de l'esprit du capitalisme, car ce n'est pas seulement un moyen d'échange ou un outil, c'est aussi une praxis, une psyché. Nous avons inévitablement l'organisation qui se constitue par l'existence, je dirais matérialisée, que peut constituer la bureaucratie comme forme de domination rationnelle légale. Et bien entendu, Weber définit dans ce cas d'espèce le désenchantement du monde. Alors la définition, je dirais, de la science qui donne l'impression à l'individu que toute chose peut être comprise, maîtrisée d'une façon rationnelle, ce qui élimine la part de mystère et de magie dans la vie quotidienne. Ceci, effectivement, in fine, entraîne un véritable désenchantement du monde, car en supprimant les croyances anciennes, en démystifiant le monde, la science laisse l'individu sans réponse sur le sens à donner de sa vie. Il faut oublier que la rationalisation du monde, à l'épreuve, je dirais,
des défis de la société ou du monde contemporain ont des effets pervers. Et Weber l'a bien défini. Alors, premièrement, Weber définit en ce sens, en priorité, les effets pervers de la bureaucratie. Combien de travaux ou combien de recherches ont été faites sur la problématique d'une société qui se bureaucratise? Souvent, les critiques, parfois justifiées, de cette évolution qui mène finalement au fond à une sorte de déshumanisation de l'institution. Alors Weber insiste sur l'efficacité de la bureaucratie. Les sociologues s'attachent désormais à en montrer les limites car elle encourage le développement de comportements ritualistes et favorise au fond l'apparition de cercles vicieux qu'on pourrait qualifier de cercles bureaucratiques. Il nous explique également ce que peut être la rationalisation et action collective. Contrairement à ce qu'affirmait Weber, certaines activités sociales échappent au mouvement de la rationalisation ou de rationalisation. En particulier, certaines mobilisations collectives dépendent davantage de l'existence de valeurs partagées entre des individus, ce qu'on pourrait qualifier de rationalité en valeur, plutôt que de l'existence d'un intérêt commun à défendre, ce qu'on définirait également comme rationalité en finalité. Finalement, au fond, les critiques de Weber sur la rationalité se définissent comme l'idée que la rationalité puisse être parfaite et au fond, finalement, une sorte de leurre. En effet, la rationalité est nécessairement limitée car les individus ne disposent jamais de toute l'information nécessaire pour prendre la meilleure décision. Nous essayons de faire au mieux, en fonction de notre expérience, de notre éducation, de nos us et coutumes, de notre instruction. C'est pour ça que face à un problème, il se contente d'une solution plus ou moins acceptable, voire satisfaisante, même s'il ne s'agit pas de la meilleure, je dirais, des solutions. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, je voulais faire une petite réflexion sur la rationalité dictée par notre maître à tous, que fut Max Weber, dans son domaine qui est le sien. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.